Bonjour les secondes 2. Alors aujourd'hui on va terminer la première partie du chapitre sur la réorganisation ou l'organisation plutôt de l'État en France dans la période monarchique, hein, qui va nous emmener juste avant la Révolution française. Et donc je rebalaye très rapidement ce qu'on a commencé à faire en classe, à savoir donc on a vu comment donc l'affirmation de l'État passe d'abord par l'agrandissement du royaume au maximum qu'on puisse le faire, hein, et puis donc ensuite sécuriser ce territoire et l'aménager, hein, pour essayer de le rendre cohérent. Donc je vous rappelle, hein, les dernières conquêtes françaises au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, hein, sont essentiellement, voilà, vous voyez, l'organisation des territoires périphériques, hein, où on essaie de grappiller sur les voisins, donc au nord et à l'est de la France, et puis aussi quelques territoires au sud, pour finalement atteindre, vous voyez, un petit peu quasiment la même configuration que notre France actuelle. Donc je vous avais expliqué, hein, que ça se faisait soit par annexion, soit par mariage, soit par guerre, hein. Et puis ce territoire, ensuite, ben, on essaye de l'aménager par des routes, par la construction de canaux, par l'exploitation de ressources minières que l'on commence à chercher, hein, sur le territoire, la mise en place de routes commerciales, voilà, histoire de rendre le territoire à la fois cohérent, euh, on va voir ensuite protégé, hein, et puis aussi donc organisé. Alors, ce territoire protégé, hein, on en a parlé aussi, hein, c'est surtout l'œuvre, tout au moins à l'époque de Louis XIV, de Vauban, hein, qui multiplie les constructions de remparts, hein, de citadelles, qui vont donc protéger les points sensibles aux frontières, hein. C'est pour ça que Richelieu, hein, je vous avais expliqué, il avait fait un petit peu, au fur et à mesure que la France, le royaume français s'agrandit, il est peut-être les points de défense à l'intérieur du pays deviennent peut-être moins pertinents, donc on les supprime pour en construire de nouvelles qui correspondent aux frontières du moment. Donc voilà, ça on est ici à la frontière est, ici on est sur le littoral pour prévenir éventuellement des attaques maritimes. Donc on choisit des points cruciaux et encore une fois je vous l'avais dit en cours, hein, mais c'est pas ce qui manque, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, qui a été, enfin, qui est toujours, mais qui n'est plus en guerre maintenant, mais qui a été longtemps une zone frontalière assez sensible. Donc voilà. Et puis ensuite, ce qu'on avait vu aussi, c'était qu'il fallait aussi mieux administrer le pays. Ça passait d'abord par mieux le connaître. Et c'est donc veiller à ce qu'il y ait une meilleure tenue de ce qu'on va appeler les registres paroissiaux. Alors, je vous rappelle que ces registres paroissiaux, hein, sont euh, voilà, c'est l'Église, hein, qui tient finalement, qui nous donne des précieuses informations sur la démographie en France à l'époque monarchique, hein, puisqu'il n'y avait pas de centre administratif où on relevait les naissances, les mariages et les décès. C'est ce qui est fait maintenant, hein. À chaque étape de cette vie-là, vous devez le signaler à votre mairie, hein, au centre administratif ou à la préfecture. À l'époque, il n'y avait pas ça, hein, c'était l'Église, hein, parce que c'était les sacrements, ça correspondait à des sacrements religieux. Donc la naissance, non, mais le baptême, oui, sachant que le baptême, il suivait généralement de quelques heures la naissance, les mariages, et puis bien sûr les décès, les enterrements, qui étaient donc enregistrés sur des registres et qui devaient être du coup contrôlés, hein, par des représentants de l'État, des représentants de la loi, hein, et notamment des notaires qui vérifiait régulièrement que ce qui était marqué par les curés était véridique.
C'est aussi pour une meilleure compréhension du territoire enfin de la population dans le territoire, c'est essayer aussi de communiquer et de parler la même langue, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, hein. Il y avait une multitude de variations de langue et de patois qui compliquaient énormément la compréhension et donc la diffusion des décisions royales, voire des lois décidées. Donc François Ier ordonne aussi l'utilisation d'une langue commune, hein, qui est donc le françois. Hein, il a trouvé ça très modestement, hein, que la langue française s'appellerait de son nom, et qui devient donc la langue officielle, la langue nationale, ce qu'on a vu dans le chapitre précédent, la langue vernaculaire, hein, si ça vous dit vaguement quelque chose. Alors, tout ça est décidé dans un magnifique château de cette magnifique région qu'est la Picardie, à Villers-Cotterêts, et on s'était quitté là-dessus, hein, je crois, vous aviez complété les explications, hein, qui voilà, résumaient un petit peu ce qui avait été décidé à Villers-Cotterêts. La difficulté à comprendre les textes officiels, parce que tout le monde ne parlait pas forcément la même langue. Quand les textes étaient écrits en latin, c'était quand même une langue savante et très très peu de gens savaient le lire. Donc, obligation à partir de maintenant de produire tous les textes officiels dans la langue française qui devient la seule langue officielle. Ça ne veut pas dire que les autres sont interdites, hein, mais en tout cas, elles sont obsolètes dans la communication nationale. Et puis, comme je viens de vous le dire, hein, voilà, ces registres paroissiaux qui doivent être bien tenus, hein, pour que rapidement on puisse faire un état des lieux de la population en France, savoir voilà, à combien se monte la population. Ça peut servir pour les impôts, pour préparer une guerre, et puis pour éventuellement adapter des lois en fonction bien sûr des catégories d'âge des gens. Voilà, alors dans cette volonté de contrôler le territoire, il y a aussi bien sûr l'organiser politiquement. Donc vous avez ici un organigramme qui vous montre un petit peu l'organisation du pouvoir, et c'est un des premiers qu'on voit, hein, donc vous en verrez bien d'autres, peut-être pas d'ici la fin de l'année, mais en tout cas l'année prochaine et l'année d'après. Et vous verrez, hein, et si vous avez ça en tête déjà, ça serait pas mal, c'est que vous pouvez constater que dans cet organigramme, il y a des flèches, il y a toujours des flèches, hein. Les carrés montrent des institutions ou des personnes, et il y a toujours des flèches qui créent les liens entre ces institutions, ces personnes. Et je vous invite, peut-être vous penserez encore à moi, je doute, mais au moment où vous ferez les constitutions de la République, alors un petit peu pendant la Révolution française, mais surtout dans nos républiques plus actuelles, troisième, quatrième, cinquième République, euh, que toutes les flèches sont passées quasiment dans le sens inverse. Et là, vous voyez que toutes les flèches, elles partent du haut pour aller vers le bas. Donc le pouvoir s'impose du haut vers le bas. Donc celui qui est à l'origine du pouvoir, c'est le roi. Et ceux qui voilà, subissent en quelque sorte toutes les trames du pouvoir ici sont le peuple. Alors que vous verrez que dans la démocratie, bah, les flèches remontent. Et que la base du pouvoir, c'est le peuple. Alors ça ne veut pas dire que c'est lui qui dirige, mais tout au moins c'est lui qui élit des représentants qui vont diriger en son nom. Donc là, il n'est pas question de ça pour l'instant, hein. Tout part du haut pour descendre vers le bas. Le roi, des conseils qui constituent en quelque sorte un peu le gouvernement. Alors on verra petit à petit, il y a des ministres qui vont arriver. Là, ce sont des conseils, donc des groupes de personnes, des proches, des fidèles du roi, et puis bien sûr la haute noblesse, hein, les grandes familles de France, qui se regroupent dans des conseils en thématique, hein, vous voyez, donc le conseil d'en haut ou le conseil d'État, bon, bah, c'est celui qui va traiter voilà, des grandes affaires du pays. Le conseil des partis qui s'occupe plutôt des affaires de justice, le conseil des dépêches qui s'occupe plutôt de l'administration intérieure, donc le ministre de l'Intérieur en quelque sorte, hein, et le conseil des finances qui, vous l'imaginez, parle plutôt de l'économie. Alors, ce roi
conseillés par ces personnes ici, préparent des lois, et quand on dit prépare des lois, on pourrait même dire décide des lois, puisqu'une fois que les lois sont rédigées, elles sont expédiées, vous voyez, dans les provinces, hein, provinces qui sont dirigées soit par des parlements, soit par des intendants. Alors, les parlements sont les départements en bleu, hein, qui sont donc ce qu'on n'appelait pas des provinces, mais des pays d'État, hein, et puis en jaune, les pays d'élection. Alors, dans les pays d'État, ce sont généralement les régions les plus récemment conquises, ou celles qui voilà, sont encore pas tout à fait bien assimilées au royaume, donc on y va par étapes. Donc il y a un parlement, hein, dans ces provinces-là, qui sont donc constitués de nobles de cette province-là, et qui, voilà, eux ont une certaine un petit peu autonomie, c'est-à-dire que c'est eux qui fixent le montant des impôts pour la province. Alors ils en donnent bien sûr au roi, hein, ils n'ont pas le choix, mais voilà, ils ont peut-être un peu plus d'autonomie. Ceux qui sont en jaune, hein, tous les territoires qui sont en jaune, tout est décidé directement par le roi, où il envoie donc le roi est représenté, hein, par des intendants, qui sont donc des personnes nommées par le roi et qui voilà, représentent le pouvoir du roi dans toutes ces provinces. Alors vous allez me dire, hein, pour ceux qui sont attentifs, bah, c'est bizarre, il y a des parlements quand même dans certaines régions jaunes, bah oui, c'est dans certaines régions bleues, pardon. Non, jaune, pardon, je vais y arriver. Oui, alors il y a quelques contre-exemples, parce que là, effectivement, c'est aussi des territoires qui n'étaient pas français à une époque récemment. Et donc, voilà, au départ, on est bleu, et puis après, on passe jaune, et puis après, le Parlement, il disparaît parce que le roi, il estime qu'il n'en a plus besoin. Donc, ça, c'est les plus autonomes, ça, c'est ceux qui sont petit à petit en perte d'autonomie, et puis ça, c'est ceux qui n'en ont plus d'autonomie. Les intendants, on va y revenir dans quelques minutes. Donc, les lois, vous voyez, qui sont décidées par le roi et ses conseillers, ben en fait, c'est comme ça que le roi, tout au moins, l'envisage. On va voir que ça ne va pas forcément se passer comme ça tout le temps, mais une fois que les lois sont promulguées, paf, elles partent dans les provinces pour être appliquées, et le roi, ce qu'il attend, c'est que voilà, les parlements, même s'ils sont un peu autonomes, les enregistrent sans discuter, hein. Alors on verra, je dis, ça ne se passera pas tout le temps comme ça. Et puis les intendants, qui ont été nommés par le roi, de toute façon, eux, ils s'écrasent et ils les font appliquer. Donc les parlements enregistrent. Oh oui, qu'est-ce qu'elle est belle cette loi, monseigneur. On s'empresse de l'enregistrer pour la faire appliquer. Et les intendants, eux, voilà, eux, ils la font appliquer. Et les sujets, on parle bien de sujets, pas de citoyens. Donc ça montre bien qu'ils sont, voilà, à la merci du roi, hein. Ben, ils subissent les lois qui viennent du haut. Voilà comment le roi se met petit à petit à contrôler le territoire. Donc on a vraiment un pouvoir qui est de plus en plus centralisé et qui est de plus en plus dans les mains du roi, puisque les conseils sont constitués de gens qui lui sont très proches, hein, des gens vraiment de confiance. C'est eux qui décident des lois, qui sont enregistrées et appliquées sans discussion. Sans discussion. Il n'y a pas de vote. Il n'y a pas de. Voilà. Pourquoi on voterait, pourquoi on discuterait une loi qui a été faite par ce qu'on va petit à petit voir être le représentant de Dieu sur terre. Si le représentant de Dieu sur terre, ces lois sont forcément indiscutables. Donc voilà, j'espère que c'était à peu près clair. Donc pour administrer le royaume, le souverain est assisté d'un conseil du roi. Il comporte plusieurs groupes spécialisés, dont l'organisation se précise au milieu du XVIIe siècle. Donc le conseil d'en haut, le conseil d'État, donc là c'est les grandes affaires du pays, hein. Le conseil des dépêches, ça c'est plutôt les affaires intérieures. Le conseil de finances, ben, ça c'est plutôt l'économie. Le conseil des partis, ça c'est plutôt la justice. Le règne de chaque souverain est toujours associé à une personnalité éminente, à la fois plus proche conseiller et homme de confiance, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours un binôme qui s'est constitué petit à petit. Le roi, il faut pas croire, hein, le roi, il n'est pas incompétent du tout, hein. Les rois, là, ils font partie de lignées de rois depuis des décennies, enfin depuis des générations et des générations. Ils sont formés à diriger. Dès leur plus jeune âge, ils sont impliqués. Les enfants, hein, même je vous dis en très jeune âge, assistent
aux réunions politiques du roi, de leur père donc, hein, assistent aux rendez-vous diplomatiques. Ils ont un précepteur qui les forme à apprendre des langues étrangères, à, à maîtriser la diplomatie, etc. Donc ils sont vraiment euh, instruits, formés à devenir de futurs dirigeants. Donc les rois sont des personnes, je ne sais pas si on peut dire compétentes, mais en tout cas qui ont été préparées, hein, à diriger. Ce n'est pas le premier pignouf qui arrive, qu'on met sur le trône. C'est arrivé une fois en Angleterre, hein, un certain Cromwell, dans une révolution populaire, qui ont renversé un roi, et c'est le peuple qui a pris le pouvoir. Ils ont mis une république, il y a eu une courte république au XVIIe siècle, et c'est un certain Cromwell qui est arrivé au pouvoir, alors c'était pas un type du peuple, mais en tout cas c'était quelqu'un qui n'était pas formé et qui a dirigé, et ça a vraiment pas duré longtemps, parce que mine de rien, on s'improvise pas chef d'État comme ça du jour au lendemain. Ils sont préparés, mais voilà, ils ont souvent quelqu'un qui est peut-être encore plus préparé qu'eux, dans les hautes familles, enfin, dans les familles de haute noblesse, hein, vous avez des gens qui sont aussi pointus aussi dans la diplomatie, la maîtrise du droit constitutionnel, etc. Et donc, qui sont de bons conseils. Et petit à petit, il y a des doubles comme ça qui se sont créés, hein. Je parle de double parce que on est dans l'ambiance Roland-Garros là. Donc Henri IV avec Sully, qui a vraiment été son homme de confiance, on pourrait presque dire un équivalent de Premier ministre, hein. C'est pas tout à fait ça, mais parce qu'il n'avait pas forcément de titre officiel, mais c'était vraiment le conseiller spécial, hein, du roi. Richelieu, que vous connaissez tous forcément, avec Louis XIII, et puis Colbert, que vous connaissez peut-être un petit peu moins, euh, mais dont on reparlera un peu plus tard dans le chapitre, qui a été le conseiller de Louis XIV et qui a été notamment quelqu'un qui l'a beaucoup conseillé pour développer les colonies, hein, et notamment le commerce triangulaire. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a l'année dernière, hein, je crois, je crois qu'il y a une statue de Colbert devant l'Assemblée nationale, et à l'époque, là il y a un an, là, quand il y a eu les affaires de crimes racistes aux États-Unis, et il y a eu un vent de révolte dans le monde sur justement le racisme. Il y a pas mal de mouvements populaires qui se sont révoltés un peu contre des personnages historiques qui symbolisaient un peu justement l'esclavage, la colonisation, le racisme. Et donc Colbert, qui a une statue devant l'Assemblée nationale, s'est retrouvé peinturluré de rouge une fois, parce que voilà, il y a des gens qui considéraient que Colbert avait quand même pas mal de sang sur les mains en ayant favorisé le commerce triangulaire. Donc voilà, vous avez des binômes comme ça qui se créent. Alors, petit à petit, vous voyez, ces hommes de confiance, il va y en avoir dans différents domaines, hein, ça va s'étoffer. Il y en avait un, après petit à petit, il y en aura plusieurs. Donc, généralement, voilà, on a créé 4 postes de secrétaire d'État. Bon, c'est très technique tout ça, hein, je ne vous demande pas de savoir tout ça par cœur, mais c'est pour que vous compreniez comment petit à petit le pouvoir s'organise. Et donc, en plus de ces conseils, hein, que le roi réunit quand il veut, hein, on crée aussi des postes de secrétaire d'État, et donc là on peut dire clairement que ce sont des ministres, hein, ils deviennent clairement, c'est l'équivalent de ministre, hein. Donc un ministre de la guerre, donc sur des sujets bien sûr stratégiques, un ministre de la Marine pour le commerce, hein, qui est devenu un enjeu essentiel, avec le commerce triangulaire par exemple, un ministre des Affaires étrangères, et là on est plutôt dans le domaine diplomatique, et un ministre à la maison du roi, qui est, la maison du roi, bah, c'est l'État français, c'est le royaume, donc c'est les affaires intérieures. Et puis vous avez aussi un contrôleur général des finances, qui est à peu près l'équivalent maintenant du ministre de l'économie. Voilà, un petit peu les quatre, les un 2 j'ai dit 4, mais ça fait un 2 3 4 et plus un cinquième, hein, le joker, là, le contrôleur général des finances, qui voilà, sont les plus proches du roi, avec l'homme de confiance, donc soit Richelieu, Sully ou Colbert, en fonction des rois dont on parle. Et donc,
L'objectif est aussi, encore une fois, de centraliser le pouvoir, hein. C'est-à-dire que quand le roi ne peut pas être là partout tout le temps, hein, donc forcément, donc il est essentiellement à Paris, ou petit à petit après à Versailles, et donc il nomme à une époque, hein, au 15e, 16e siècle, les rois de France bougeaient pas mal. Euh, c'est pour ça que les châteaux étaient généralement vides, hein. Si vous visitez certains châteaux, comme les châteaux de la Loire par exemple, certains comme le château de Chambord, il est vide. Parce que c'était un pavillon d'été, hein, un pavillon de chasse, hein, pour les rois. Et quand les rois se déplaçaient, partaient en province, ils partaient avec leurs meubles, hein. Donc il y avait toute une espèce de caravane, hein, qui partait, hein, sur donc des centaines et des centaines de personnes qui suivaient le roi et qui portaient ses meubles. Donc il se déplaçait avec ses meubles, hein. Et quand on y arrive dans un le château devait être vide parce il y mettait ses meubles. Donc voilà. Mais petit à petit, le roi va se sédentariser, hein. Il va aller de moins en moins en province. Va plus en plus rester à Paris et surtout après à Versailles. Donc il nomme des représentants qui vont parler en son nom et qui vont tout au moins être le relais de son pouvoir. Donc, voilà, il y a donc ces intendants, hein, qui vont avoir à peu près tous les pouvoirs du roi, mais à l'échelle donc d'une province. Alors bien sûr, ils ne peuvent pas faire n'importe quoi non plus, ils ont des comptes à rendre, hein, auprès du roi, ils sont convoqués régulièrement par le roi, il doit faire un compte-rendu de ce qui se passe dans la province, et ils ont intérêt à être bons s'ils ne veulent pas être limogés et remplacés par quelqu'un d'autre. Et c'est pas facile leur boulot parce que bah, dans les provinces, dans certaines provinces ou dans certains coins de province, bah, il y a des gens qui n'acceptent pas véritablement leur pouvoir. Alors, pour élire le texte ici, vous voyez, ça s'explique bien les choses, même si encore une fois c'est du français un petit peu ancien, mais les intendants, les yeux et les oreilles du roi en province. Oui. Nous vous avons commis, ordonné et député par ces présentes signés de notre main, donc voilà, il a des papiers qui attestent que le roi lui a donné le pouvoir d'intendant, hein, pour vous transporter en notre province de Picardie. Tiens, vous voyez, je cherche les documents qu'il faut, hein, avec pouvoir d'assister aux conseils qui seront tenus par nos gouverneurs pour nos plus importantes affaires, vous donnant pouvoir de faire le procès à tous les gens de guerre coupables et à tous ceux qui commettront des rébellions. Donc il gère la sécurité intérieure. Dès qu'il y a des gens qui font des crimes, dès qu'il y a des gens qui se révoltent pour éventuellement faire de la province un territoire indépendant, voilà, il a le pouvoir de les faire arrêter, de les juger et de les condamner pour vous transporter dans toutes les paroisses pour examiner si les rôles de taille de l'impôt du sel ont bien été et dûment faits suivant nos ordonnances et règlements. Donc il a le boulot aussi de contrôler à ce que les impôts y soient bien récupérés et transmis au roi, avec la somme qui était prévue, pour informer de tous les abus qui se commettent en l'administration de la justice et de connaître toutes les injustices, fautes et oppressions que nos sujets peuvent souffrir des officiers et des ministres de la justice par corruption, négligence, ignorance ou autrement. Donc il est là quand même pour vérifier, vous voyez là quand même il y a un geste vis-à-vis du peuple, il doit aussi vérifier que les nobles n'exagèrent pas dans leur pouvoir, hein, et que voilà, il n'y ait pas d'injustice, qu'il n'y ait pas voilà, d'excès de pouvoir qui est imposé au peuple autre que celui que le roi impose. Donc, entendons aussi que vous puissiez veiller à l'observation de nos ordonnances touchant la justice, police, finances et le bien et les devoirs de nos sujets dans toute l'étendue de cette province. Donc, il doit aussi vérifier que toutes les lois qui viennent du roi sont bien appliquées et respectées dans cette province. Donc, voilà un petit peu. Donc, il a le pouvoir, vous voyez, dans tous les domaines, hein, quasiment, et voilà, c'est lui qui est le bras armé du roi, mais à qui il doit aussi rendre des comptes. Alors pour autant, les sièges d'intendance se multiplient, hein, à partir du règne de Louis XIII. Et donc, alors c'est, oui, quand je dis les, non, j'ai mis pourtant, il n'y a pas de pourtant, les sièges d'intendance se multiplient, donc c'est des intendants, excusez-moi. Il est tôt ce matin encore et il faut que je me réveille bien. Donc, je parlais des intendants, hein, donc on offre, hein, des postes d'intendants, on parle de sièges d'intendance, mais de postes d'intendance qui se multiplient. Donc on multiplie les représentants du roi dans les provinces, hein, qui vont donc contrôler et veiller à ce que
le pouvoir soit bien maîtrisé, hein, le pouvoir du roi soit bien maîtrisé et bien imposé partout dans le royaume. C'est particulièrement important dans un des aspects qu'on va voir juste après, notamment dans les régions qui sont encore un peu troublées, notamment par les guerres de religion qui sont encore importantes à l'époque. Et donc on y arrive, hein, l'objectif après avoir contrôlé le territoire, après avoir contrôlé le pouvoir, on va essayer maintenant de contrôler les consciences des gens et notamment de clarifier les choses au niveau de la religion. Puisque, je ne vais pas lire les textes, mais vous pourrez les lire, on fait un peu le yo-yo, hein, en France, on a un problème là sur la gestion des religions, on en a déjà un peu parlé dans le chapitre précédent, hein, ces guerres de religion qui perdurent, hein. Souvenez-vous que les massacres de la Saint-Barthélemy, qui est un des épisodes les plus tragiques des guerres de religion en Europe à cette époque-là. Vous avez un roi ici, Henri IV, qui permet la liberté de culte, donc qui permet aux protestants de célébrer leur religion sans être inquiétés, et c'est assez logique puisque Henri IV était protestant. Il a dû se convertir pour devenir roi de France, hein, parce qu'on ne pouvait pas envisager quand même, on était prêt à accepter qu'un protestant devienne roi de France, mais on ne pouvait pas accepter qu'un roi de France puisse être protestant, hein. Donc la religion française, c'est la religion catholique, et donc il a dû se convertir. S'il voulait être roi, il fallait qu'il devienne catholique. Donc il est devenu catholique, mais voilà, par principe, hein. Son slogan, hein, la phrase qui restera de lui, c'est Paris vaut bien une messe. Mais forcément, il a été très conciliant, hein, vis-à-vis des protestants, puisqu'il était lui-même au départ. Donc, liberté de culte, de conscience, chacun peut vénérer sa propre religion, mais ce n'est pas le cas de Louis XIV par la suite, puisque cet accord de liberté de conscience qui est connu sous le nom d'édit de Nantes, hein, c'est donc un édit, c'est une décision royale qu'il a proclamée donc à Nantes. C'est là où il a proclamé la liberté de religion, ce qui a apaisé en France, hein, la situation est devenue plus calme. Louis XIV, lui, il révoque, c'est-à-dire qu'il annule cet édit de Nantes, hein, donc il ose quand même, vous voyez, euh, revenir sur une décision d'un ancien roi en disant non, 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 les protestants hors de question. Donc maintenant, c'est la religion catholique et c'est tout. Donc il lance une espèce d'ultimatum auprès des protestants en disant voilà, vous avez quelques semaines pour vous convertir au catholicisme, sachant que dans quelques semaines, on détruira tous les temples, hein, on appelle ça des temples pour les protestants, donc les lieux où on faisait des cérémonies religieuses protestantes, on les détruira. Les protestants qui sont partis à l'étranger, s'ils ne reviennent pas très vite en France, on confisquera leurs biens. Autrement dit, ça sous-entend quoi ça? C'est pas une invitation à revenir, simplement, c'est vous revenez, et donc si vous revenez, vous êtes obligé de vous convertir au catholicisme, sinon ben, vous perdez toutes vos propriétés. Et puis, il va même créer des divisions de l'armée spéciales, hein, en quelque sorte, dont l'objectif, ça va être de pourchasser le protestant qui éventuellement continuerait à être protestant secrètement et organiserait des cérémonies religieuses secrètes. Ces divisions, on les appelle les dragons. Quand il y a des descentes comme ça de dragons dans des villes pour aller, parce qu'on a appris qu'il y avait des protestants qui existaient encore, on appelait ça des dragonnades, hein, c'est resté dans le vocabulaire, les dragonnades, c'était des descentes donc, des armées spéciales du roi qui venaient massacrer, hein, les protestants qui n'avaient pas finalement tenu parole ou qui n'avaient pas respecté la décision royale de cette révocation de l'édit de Nantes. Donc, pour résumer, hein, ça c'était un rappel par rapport au chapitre précédent, hein. On a eu une succession, vous voyez, en très peu de temps, hein, finalement, de 8 guerres de religion, et on y reviendra à la fin de ce chapitre, parce que ces guerres de religion, elles montrent aussi quelque chose d'assez d'assez étonnant.
vous verrez, enfin j'en dis pas beaucoup plus, mais c'est tellement compliqué cette période-là avec les guerres de religion, la volonté des rois d'imposer leur pouvoir dans le royaume, les guerres entre pays et les alliances du coup entre pays. Il nous est arrivé, nous en France, de massacrer des protestants, mais de créer des alliances militaires avec des pays protestants. Donc on était dans des situations qui n'étaient pas forcément logiques, mais on verra que ça donne naissance à un principe qui existe toujours d'ailleurs en France, que de temps en temps, quand les présidents sont un peu dans la panade, sortent ce joker-là, ce qu'on appelle la raison d'État, en disant voilà, c'est pas la logique qui compte, c'est l'intérêt du pays, même si on prend des décisions qui sont peut-être pas un peu contre nature, on les prend dans l'intérêt du pays, donc cherchez pas à comprendre, c'est comme ça. Et on n'a pas à l'expliquer. Donc la raison d'État, elle va apparaître un petit peu là, où il y a des gens qui vont s'étonner qu'on massacre des protestants au sein du royaume, mais qu'en même temps, on se bat aux côtés de pays protestants contre des ennemis communs. Voilà, donc c'est la période où les catholiques et les protestants se déchirent, hein. Vous avez ici quelques exemples de tensions extrêmes, notamment à La Rochelle, où il y a eu un siège, hein. Richelieu a mené un siège à La Rochelle. Les protestants s'étaient recroquevillés en quelque sorte dans la ville de La Rochelle, et l'armée catholique du roi a fait le siège de La Rochelle, donc on était dans un concept de guerre civile, hein. C'était une guerre entre Français, mais entre catholiques et protestants, et ça a été terrible, hein, pour les habitants de La Rochelle qui sont morts de faim dans ce siège qui a duré de longs mois et qui a fini par une prise d'assaut particulièrement sanglante. Voilà, alors Henri IV, il avait calmé le jeu avec l'édit de Nantes, mais Louis XIV, donc, euh, revient sur la décision d'Henri IV et se remet à persécuter les protestants par ces fameuses dragonnades, hein, dont je vous ai parlé, en imposant donc la religion catholique comme religion d'État, la seule indiscutable et la seule donc autorisée. Donc il y a aussi une religion d'État. Le roi incarne l'État, la religion catholique cimente l'État. Et voilà, donc on arrêtera là pour aujourd'hui. La suite la semaine prochaine. Voilà, allez, bonne journée, bonne semaine, à bientôt.